Et c'est ce qui fait que son absence est si pesante. Alors, je tiens aussi à remercier les organisateurs de me donner l'opportunité de présenter ce travail qui porte sur, je crois que c'est pas une bonne solution, ça. Alors que de présenter ce travail qui porte sur les solutions multiples du système elliptique de Gerhard-Meinhardt. Donc en 1972, Gerhard et Meinhardt, l'un est mathématicien, l'autre est biologiste, ont établi un modèle pour apporter un élément de réponse sur la différenciation cellulaire. Donc là, la question essentielle qui se sont posées est comment une forme peut-elle apparaître chez un embryon en apparence symétrique au stade le plus précoce de son développement. En d'autres termes, comment des cellules qui portent un code génétique identique deviennent-elles différentes les unes des autres? Bon, cette question-là, on peut du point de vue mathématique, on peut présenter ces questions-là en se demandant comment de l'instabilité peut-elle apparaître dans un système homogène et stable dans son état initial. Alors, Gerhard-Meinhardt a proposé le modèle suivant, qui est un système de réaction-diffusion qui présente une structure compétitive, ce qui veut dire que les solutions ici U et V qui sont appelées respectivement l'activateur pour U et l'inhibiteur pour V sont en compétition. Ils sont en compétition entre eux. Ils ne sont pas en coopération, donc ce n'est pas un système coopératif, c'est un système compétitif à ce moment-là. Alors, Gerhard-Meinhardt ont établi en fait deux conditions qui permettent l'enclenchement du processus de différenciation cellulaire. Donc, la première condition, et c'est ce qu'ils appellent l'auto-activation locale, qui se traduit par la présence de ces termes-là, de ces termes non linéaires. Donc, à travers ces deux termes-là, donc on voit que l'activateur stimule sa propre production, ainsi que la production de l'inhibiteur V. Tandis que l'inhibiteur réduit le taux de production de l'activateur. Ça, c'est par rapport à la première condition qui a été introduite ici dans le système. La deuxième condition réside dans les termes de diffusion. Donc, la condition ici, il faudrait que la condition est basée sur la longue portée de l'inhibiteur et la faible portée de l'activateur. Ceci se traduit par le fait que le coefficient d'IV ici, c'est le coefficient de diffusion de l'inhibiteur, est relativement grand par rapport à celui de l'activateur. Alors, ce système-là proposé par Gerhard-Meinhardt, il a été donc Gerhard-Meinhardt a repris en fait le travail qui a été établi précédemment par Alan Turing, qui est connu plutôt pour ses travaux de recherche sur le décryptage des messages codés,
et sur ses contributions au développement de l'informatique. Hein. Alors, Alan Turing a proposé, en 1952, donc a proposé le modèle suivant, où on voit effectivement cette idée-là sur cette condition sur les coefficients de diffusion. Donc, sur le fait que l'inhibiteur doit avoir une portée, une longue portée par rapport à l'activateur. Mais malheureusement, le fait que le système proposé par Alan Turing est un système linéaire, ceci rend les réactions biochimiques irréalisables. Donc le système proposé par Alan Turing ne marche pas. Hein, ne marche pas. Mais donc j'ai repris ici ce paragraphe-là du papier d'Alan Turing, c'est-à-dire il savait pertinemment que ce système qu'il a proposé ne fonctionnait pas. Mais son idée en fait, c'est que il disait que quels que soient les phénomènes qui interviennent dans le processus de différenciation cellulaire, l'un de ces phénomènes-là est justement l'un de ces phénomènes est porté sur la longue portée de l'inhibiteur. Voilà. Alors, le système de Guerra-Malhait a été repris par la suite. Il a été appliqué dans de nombreux domaines, notamment en morphogénèse. Donc, il a pu être exploité pour expliquer, par exemple, l'apparition des taches sur le pelage des animaux, ou bien l'apparition des formes chez les poissons. Et même aussi, il a aussi même été utilisé dans des systèmes inorganiques, tels que, par exemple, pour expliquer l'apparition de différentes dunes au Sahara. Alors, dans cet exposé, nous allons nous focaliser beaucoup plus sur le cas stationnaire du système Guerra-Malhait, c'est-à-dire le cas elliptique, qui s'écrit sous cette forme-là. Et ce système-là, donc, il a fait l'objet de plusieurs travaux dans la littérature. Il est quasiment impossible de les citer tous. Hein. Donc, j'ai retenu quelques-uns. Dans le cas où on a un coefficient de diffusion de l'inhibiteur est assez large, il y a l'idée de Kiner qui consiste à réécrire le système en faisant apparaître ce qu'il appelle le système shadow system. Donc cette idée-là a été exploitée par différents auteurs pour montrer l'existence de solutions qui présentent des pics, que ce soit au niveau à l'intérieur du domaine ou bien au bord du domaine. Hein. Dans le cas de coefficient de diffusion, d'un coefficient de diffusion d'inhibiteurs bornés, donc là aussi le même type de solution a été observé, a été montré par de nombreux auteurs. Hein. Le cas de l'espace entier en dimension 1 et 2, là c'est plutôt des solutions que présentent des bosses qui ont été montrées dans cette situation-là. Et en dimension n supérieure ou égale à 3, là, avec Sadia justement, avec Sadia et Khouja, nous avons pu établir l'existence d'une unicité de solution pour une certaine classe de Guerra-Malhait. Le cas de conditions en bord vérité est aussi intéressant et très intéressant à étudier du fait que les singularités, parce que si on a un système singulier, hein, le système de gamma c'est un système singulier, nous avons ici des termes qui se trouvent au dénominateur. Hein. Donc on a une singularité à l'origine. C'est-à-dire quand U ou V égale à 0. Hein. Donc là, dans le cas de dérivité, ces singularités-là, elles sont mises en avant. Hein, du fait que, en considérant des conditions au bord de Dirichlet homogènes, donc on a la solution qui s'annule au bord. C'est un cas que je vais y revenir dans la deuxième partie de cet exposé. Hein. Je vais en parler plus tout à l'heure. Alors dans la première partie de l'exposé, donc on va s'intéresser à ce système-là, système P, système de Guerra-Malhait stationnaire, où les exposants vérifient la condition 2. Et on établit ici l'existence d'au moins deux solutions positives
d'observer qu'on peut avoir dans certaines situations, concernant les exposants intervenant dans les systèmes, l'apparition d'au moins plusieurs solutions. Voilà. Donc ça a été établi dans la littérature, dans le cas, sur le plan expérimental, et ce que nous voulons confirmer ici, hein. Donc en obtenant au moins deux solutions distinctes. Alors l'approche pour montrer ce théorème-là, nous allons combiner deux méthodes, la méthode des sous- et sous-solutions et la théorie du degré topologique. Pour mettre en place la méthode des solutions pour des systèmes avec des conditions en bord de Neumann, donc nous définissons, nous introduisons ce système-là, PF, où F1, donc c'est pour donner un cadre général au système, hein. Donc où F1 et F2 sont des fonctions de K Théodori. Alors, par sous- et sous-solutions, ce sont des fonctions, donc des paires de fonctions U souligné, V souligné, U bar, V bar, dans l'espace Sobolev qui sont comparables, qui vérifient un certain nombre de conditions. Donc il faudrait qu'elles soient comparables sur oméga et que puisqu'on travaille avec des conditions à bord de Neumann, donc on doit avoir aussi une condition de signe sur la dérivée normale de ces fonctions-là. Et la dernière condition, il faudrait que ces inégalités-là soient vérifiées sur tous les rectangles formés par les sous- et les sur-solutions, hein, par ces fonctions-là. Donc si on a si ces hypothèses-là sont vérifiées, c'est-à-dire si on a des sous- et sur-solutions correspondant au problème au système PF, à ce moment-là, sous l'hypothèse H1, donc ce sont des hypothèses qu'on rencontre. Donc ici on a les fonctions F1 et F2 qui se comportent comme la fonction de distance à exposant négatif. Ce sont des hypothèses qu'on retrouve en général quand on travaille sur des problèmes singuliers, hein. Donc sous cette hypothèse-là, on a le théorème 1 qui stipule qu'il existe bien une solution localisée entre la sous- et la sur-solution. Alors cette solution-là, elle est dans l'espace Sobolev, elle est bornée dans L infini. Donc ici, on n'a pas pu, sous ces conditions, sur la condition H1, on n'a pas pu obtenir des solutions dans des holders, hein, du fait que on n'a pas de théorème on n'a pas de résultat de régularité pour des problèmes singuliers avec des conditions au bord de Neumann. Voilà. Nous avons il existe un théorème de régularité pour des problèmes singuliers dans le cas de conditions au bord de Dirichlet, c'est le théorème de Rai, hein. Mais on n'a pas d'équivalent. Donc on n'a pas d'équivalent dans le cas de Neumann. Donc si maintenant, donc sous un autre type d'hypothèse, donc si les fonctions F1 et F2 sont bornées dans ce rectangle formé par les sous- et sous-solutions, à ce moment-là, effectivement, donc on obtient des solutions localisées dans le rectangle formé par les sous- et sur-solutions, et on a des solutions ici qui sont régulières. Voilà. Alors, donc, en appliquant, c'est-à-dire l'utilisation du premier théorème ou bien de celui-là dépend en fait est étroitement lié aux propriétés des sous- et sur-solutions que nous allons construire. D'accord. Donc ici, nous voulons avoir des solutions bornées dans des holders. Donc, nous optons en fait, nous construisons des sous- et sur-solutions sur la base de ces fonctions-là. Phi1 est la fonction propre correspondant à la première valeur propre, donc solution du problème 10, et Z c'est la fonction de torsion qui est solution donc, du problème 9. Alors sur la base de ces propriétés-là, donc nous avons que ces fonctions-là sont strictement positives, hein, sur le domaine. Donc en appliquant le théorème 2, donc on aura que les fonctions. Donc là je reviens à notre système, hein, notre système de Gala-Meinhardt. Donc on aura que les non-linéarités sont bornées dans le rectangle formé par ces fonctions-là, moyennant une constante, hein, donc et on obtient ce théorème qui stipule qu'effectivement il y a une solution
assez large. Alors, l'intérêt d'utiliser la méthode des sous et sur solution dans notre situation ici ne se résume pas en fait à l'obtention d'une solution. D'accord. Donc, en utilisant la méthode des sous et sur solution, nous avons un certain nombre de choses. Donc, nous avons non seulement l'existence de solutions, mais aussi certaines propriétés de la solution. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, donc, quand je parle de propriété, c'est-à-dire nous avons la positivité parce qu'on a une fonction propre ici qui est positive. Nous avons que la solution est bornée dans l'infini parce que nous avons les sous et sur solutions sont bornées. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la localisation de cette solution-là. Donc on a une solution, elle est localisée dans ce rectangle formé par des sous et sur solutions. Et en voulant maintenant chercher l'existence d'une deuxième solution, puisque la première solution est localisée ici, donc on va chercher la deuxième solution ailleurs que dans ce rectangle. D'accord. Et pour chercher la deuxième solution, donc nous allons faire appel au degré topologique de l'Electrode. Et donc pour ce faire, nous allons d'abord introduire ce problème qui définit en fait un chemin entre, si je prends t égale à 1 ici, donc ça définit un chemin entre le problème P et un problème ici qui correspond à t égale à 0, et un problème que j'ai mis ici en bleu. Ce problème-là, il a été choisi pour qu'il soit un problème qui n'a pas de solution, qui n'a pas de solution du tout. Alors la preuve de la non-existence de solution ici pour ce problème est basée sur l'identité de Picon. Alors, sur la base des propriétés spectrales de l'opérateur, donc nous pouvons montrer que les solutions du problème P et T sont bornées par cette constante L1. Donc L1 est une estimation a priori des solutions. D'accord. Donc et sur la base de cette constante-là, nous introduisons une boule qui est censée contenir toutes les solutions du problème que nous venons d'introduire. Et à partir de cette boule, donc, nous introduisons une homotopie. Une homotopie H qui est définie de cette manière-là, donc qui est associée au problème. Hein. Donc maintenant, en utilisant la propriété d'invariance homotopique du degré, donc nous avons que le degré de l'homotopie H quand t égale à 1, qui correspond au problème que nous avons introduit sur cette boule, sur BL1, et parce que le degré nous dit quoi? Il nous dit que le degré reste invariant sur le chemin que nous avons introduit. Donc nous avons introduit un chemin entre deux points A et B. Sur le point A, nous avons mis le problème P, et sur l'autre point, le point B, nous avons mis un problème qui n'a pas de solution. À ce moment-là, le degré pour ce problème-là est égal à 0. Hein, donc il n'y a pas de solution, le degré est égal à 0. Et comme on a cette propriété d'invariance homotopique, donc le degré va rester inchangé sur tous les chemins. Ce qui veut dire que le degré pour t égale à 1 ici va être aussi égal à 0. Alors, on va garder ce résultat-là de côté. Hein. Donc, on va refaire le même travail, mais cette fois-ci, on va modifier le chemin que nous avons introduit précédemment en introduisant cette fois-ci au point B un problème qui a une unique solution. D'accord? C'est dans le but d'avoir que le degré au point B est différent de 0 cette fois-ci. Du moment qu'il y a une solution unique, donc le degré est différent de 0. Même chose sur la base des propriétés spectrales, donc on obtient une estimation a priori des solutions. Et sur la base de cette estimation a priori, nous introduisons cette boule, une nouvelle homotopie N. Et en utilisant la propriété d'invariance homotopique, nous obtenons que le degré de N pour t égale à 1 est différent de 0. Parce que nous avons défini un chemin entre le problème P et un problème qui admet une unique solution. Alors maintenant, donc là, nous avons obtenu ce degré-là sur une nouvelle boule, hein, boule BL2. En posant maintenant L2 est supérieur à la sursolution que nous avons construite précédemment, donc ceci nous assure que la première solution est contenue dans cette boule, donc dans BL2. Et sur la base d'un principe de comparaison
principe de comparaison faible et par construction, hein, par la construction que nous avons faite. Donc on obtient en fait que la boule L2 est contenue dans la boule BL1. Et que sur la boule BL2, là aussi par construction, nous avons que les deux homotopies coïncident. Hein. Donc ceci nous permet d'utiliser la propriété d'additivité de degré qui nous dit que le degré sur la petite boule plus le degré sur la partie, sur le périmètre entre les deux boules égale au degré sur la plus grande boule. Et donc de conclure que le degré de l'homotopie H pour t égale à 1 sur la partie qui se trouve entre les deux boules est différent de 0, ce qui veut dire qu'il y a une solution dans ce périmètre-là. Et comme la première boule est contenue dans la plus petite boule, je ne sais pas si la première solution, je veux dire, hein, la première solution est contenue dans la plus petite boule, ça veut dire que la solution que nous obtenons ici est bien une deuxième solution donc du problème de Gerald-Meinhardt stationnaire. Et en appliquant le théorème de Lieberman, le théorème de régularité de Lieberman, donc ceci nous assure que donc on a une solution régulière. Hein. Voilà. Donc là, nous avons obtenu, effectivement, nous avons obtenu deux solutions différentes, ce qui confirme ce qui a été observé sur le plan expérimental. Alors, dans la deuxième partie de cet exposé, donc là, nous avons, comme j'ai dit précédemment, donc nous allons revenir sur, nous allons considérer le cas de conditions à bord de Dirichlet. Hein. Donc nous allons considérer le système. Alors, j'ai mis les mêmes notations P, hein, je viens de me rendre compte. C'est un autre problème. Hein. Donc là, on a un système de type Gerald-Meinhardt, mais avec des conditions à bord de Dirichlet, où les exposants sont soumis à la condition A. Sous la condition A, donc on voit que le système P est singulier, donc présente des singularités à l'origine, hein, du fait que les exposants sont admis à être négatifs. Donc ceci constitue un obstacle, l'un des obstacles à surmonter donc dans ce travail. Hein. En plus de la structure non variationnelle de ce système, y compris dans le cas de Newman, hein, dans le cas du système que nous avons considéré dans la première partie. Hein. Donc nous avons un système qui a une structure non variationnelle, ce qui exclut toute approche variationnelle dans ce cas-là. Hein. Alors notre objectif ici est de montrer que ce système-là admet au moins trois solutions. Donc admet au moins trois solutions, dont deux sont de signes constants et opposés. C'est-à-dire une positive, une négative, une négative. Voilà. Pour une certaine classe d'exposants, nous montrons que la troisième solution est nodale. Hein. Alors, par définition, une solution nodale est une solution qui n'est ni positive ni négative. Dans le cas scalaire, c'est-à-dire dans le cas d'une seule équation, cette solution nodale, elle change forcément de signe. D'accord ? Mais dans le cas d'un système, cette définition, elle est plus nuancée, parce qu'on peut avoir plusieurs situations où la solution, où les composants de la solution UV ne sont pas forcément de signes changeants. D'accord ? Donc, par définition, la définition que nous allons adopter ici, c'est que une solution nodale pour un système est une solution dont les composants sont au moins de signes constants et opposés. Après, on peut avoir plusieurs situations. Hein. Et justement ici, donc, nous allons établir pour une certaine classe d'exposants que la troisième solution est nodale. Et le fait d'avoir un système de signes couplés, c'est-à-dire on a ce terme non linéaire de la première équation dépend du signe du deuxième composant, et celui de
au niveau de la deuxième, de la deuxième équation dépend du signe du premier composant. Donc on a un système de signes couplés. Ça va nous permettre de préciser exactement la nature de la solution nodale que nous allons obtenir. Et on verra que la solution nodale que nous allons obtenir, elle a les composants. Donc les composants, on aura une solution dont les composants changent tous les deux de signe et ils changent de signe simultanément. Donc on verra par la suite pour la démonstration. Dans le cas, donc là j'ai parlé de la condition de signe, donc on a un système de signes couplés. Dans le cas d'un système de signes découplés, c'est-à-dire au lieu de signe de V, donc on a signe de U ici et signe de V ici, tout ce qu'on peut avoir, tout ce qu'on a réussi à avoir, c'est l'existence, pour une certaine classe d'exposants, c'est d'avoir que la troisième solution est du signe, la troisième solution, pardon, est nodale. Donc, pour préciser exactement le signe de cette troisième solution, pour avoir sa nature avec précision, donc là, ça reste une question ouverte. Hein. Ça reste une question ouverte. Alors, dans le cas où on considère, donc le système P a été, donc il n'y a que les solutions positives dans la littérature qui ont été considérées pour le système P. Et dans ce cas-là, le système P s'écrit sous cette forme, donc il a été largement étudié. Hein. Donc le fait la raison pour laquelle, ou bien je dirais l'une des raisons, hein, je vais être prudent, l'une des raisons pour lesquelles il n'y a que des solutions positives qui ont été considérées pour le problème singulier, c'est qu'on essaye toujours, on travaille avec ce type de système, on essaye toujours de rester le plus loin possible de la singularité qui se trouve ici à l'origine. Hein. Et là, dans ce travail, donc, du moment que, puisque nous considérons des solutions qui ne sont pas nécessairement positives, donc là, on va à travers justement cette singularité. Hein. Ce qui constitue un point important donc de ce travail. Et pour cela, donc, on a besoin d'une définition adéquate de la solution. Donc, nous appelons solution du problème P, une solution donc, qui se trouve dans l'espace de Sobolev, qui vérifie donc les identités données ici, hein. Donc, il vérifie cette identité-là, et que la mesure de l'ensemble où les composants de la solution s'annulent est égale à 0. Hein. Donc on a, c'est-à-dire l'ensemble où les composants s'annulent est un ensemble négligeable. Hein. Une remarque importante ici, donc il est important de noter que la solution du problème P vérifie cette condition. Donc elles sont différentes de 0 presque partout. Hein. Ceci est dû au caractère singulier donc, du système, en plus du fait que presque partout définit une classe d'équivalence dans l'espace des fonctions intégrables L1, donc l'espace intégrable de Lebesgue L1. Alors, donc nous allons procéder exactement de la même manière comme dans la première partie, c'est-à-dire nous allons combiner les deux méthodes, mais ici on a des problèmes, donc le problème qu'on a ici avec les conditions au bord d'Éric-Lé, donc il est de nature différente que celui que nous avons traité auparavant. Donc, ça veut dire que nous allons procéder d'une manière différente. Hein. Donc, d'abord, nous appliquons la méthode des solutions pour obtenir les solutions de signes constants. Donc, pour cela, on introduit, donc on définit moyennant une constante C, donc la sous-solution sous cette forme, et la sur-solution aussi, donc U bar, V bar sous cette forme, où ZI, YI sont des solutions uniques et régulières de ce problème. Donc là, pour l'unicité de la solution ici, donc, on fait appel à l'inégalité de Hardy-Sobolev et au théorème de Mitti-Brauder. Hein. Alors, sur la base donc de ces inégalités-là, on montre que effectivement, U souligné U, V souligné U bar, V bar forment bien une sursolution du problème P. Donc, notez ici, comme nous avons des conditions au bord d'Éric-Lé, nous n'avons pas besoin de conditions de signe sur les dérivées normales, hein, sur les dérivées normales de ces fonctions-là, de Zi et YI.
Et donc, construit des sous et sur-solutions. Et sur la base d'un théorème d'existence pour des problèmes singuliers qui impliquent des sous et sur-solutions, donc énoncé dans ce papier avec Rouja, donc nous obtenons ce théorème-là qui stipule que effectivement, il y a une solution positive, on obtient une solution positive et une solution négative par symétrie. Hein, une solution négative qui sont toutes les deux localisées respectivement dans un rectangle positif et un rectangle négatif. Et quand on a, dans le cas d'un système de singulier marqué, hein, c'est-à-dire quand on a les exposants alpha 1 et alpha 2 négatifs, alors ces deux solutions-là sont uniques. Alors ici, ce symbole-là qui est défini ici, hein, donc cette notation-là, stipule que ces solutions-là, elles sont strictement contenues dans chacune d'elles dans son rectangle, dans le rectangle positif ou bien le rectangle négatif. Alors, pour la preuve de la stricte appartenance de ces solutions-là, donc la preuve est basée sur le principe de comparaison fort énoncé dans le papier d'Arcoya et Ruiz. Quant à l'unicité, donc, elle provient en fait de ce papier-là, en adaptant exactement l'idée qui a été utilisée pour montrer l'unicité dans le papier de Giacomoni, Schindler et Takash. Alors maintenant qu'on a obtenu les solutions de signes constants, on va chercher l'existence d'une troisième solution. Hein. Comme on l'a fait précédemment, donc on a une localisation de chacune de ces solutions de signes constants. On a la localisation de la solution positive, ainsi de celle de la solution négative. Donc nous allons chercher la troisième solution ailleurs que dans ces rectangles-là, d'accord? Comme on l'a fait dans la première partie de l'exposé. Hein. Et là, cette fois-ci, donc on a un rectangle positif et un rectangle négatif. Donc nous allons chercher la troisième solution entre ces deux rectangles. Et on va faire appel toujours au degré topologique, hein, à la théorie du degré topologique. Alors pour cela, nous allons d'abord régulariser le système en introduisant un petit paramètre epsilon. Donc l'idée, c'est on va montrer que ce problème régularisé admet une solution dans le périmètre où on veut chercher la troisième solution. Ensuite, on passe à la limite en faisant tendre epsilon vers 0. On arrive à la solution que nous voulons chercher. Alors, si on applique le théorème précédent, donc le théorème qui fournit deux solutions, une positive et une négative, sur ce système-là, sur ce système régularisé, cela va nous donner, donc ce théorème-là peut être facilement appliqué à ce système. Hein. Donc il va fournir la même chose, donc il va fournir aussi deux solutions, une positive et une négative, qui dépendent forcément du paramètre, epsilon. Cela voudra dire quoi? Cela voudra dire que l'ensemble des solutions du problème régularisé, P epsilon, est non vide. Hein, donc on peut supposer qu'il existe une constante qui dépend d'epsilon, constante R, telle que toute solution du problème régularisé est bornée par cette constante-là. Si cette constante-là n'existe pas, cela voudra dire qu'il y a une infinité de solutions. Ça voudra dire qu'il y a une infinité de solutions pour le problème régularisé, et donc nous avons notre troisième solution que nous cherchons. Hein. Alors, sur la base de cette constante-là qu'on peut supposer assez grande, donc plus grande que les sur-solutions construites précédemment, on introduit ces deux boules. La première, elle est censée contenir toutes les solutions du problème régularisé, tandis que la deuxième, elle est focalisée sur le périmètre qui se trouve justement entre le rectangle positif et le rectangle négatif, c'est-à-dire là où on veut chercher la troisième solution. Donc à partir de là, donc c'est le même raisonnement que celui qu'on a utilisé précédemment. Hein. À partir de là, donc on définit un chemin entre le problème régularisé et un problème qui dépend de θ, hein, comme vous voyez ici, donc il dépend de θ.
Et suivant les valeurs de θ, nous aurons un problème qui admet une unique solution ou bien un problème qui n'admet pas de solution du tout. Hein. Donc là, nous avons regroupé, nous avons mis les deux problèmes dans le même système. Alors on voit que pour θ égale à 1, donc nous avons un problème qui n'a pas de solution. Hein. Et pour θ égale à 0, nous avons un problème ici qui a une solution unique. Donc, sur la base des propriétés spectrales de l'opérateur, donc nous montrons que nous obtenons une estimation, nous montrons que les solutions de ce chemin que nous avons introduit est borné par la même constante. Et à partir de là, donc on définit en fonction de θ, hein, cette homotopie. Et le même raisonnement que précédemment, donc en utilisant la propriété d'invariance homotopique. Pour θ égale à 1, donc nous obtenons que le degré sur la grande boule est égal à 0, tandis que le degré pour θ égale à 0 sur ce périmètre-là, c'est-à-dire à l'extérieur de la petite boule, donc là le degré est différent de 0. Par conséquent, donc en utilisant du fait que par construction, nous avons que pour θ égale à 0, l'homotopie coïncide avec le cas où θ égale à 1, pour t égale à 1 ici, et donc par la propriété d'additivité du degré, nous concluons que le degré pour θ égale à 1 et pour t égale à 1 sur la petite boule, hein, qui correspond au périmètre où on veut chercher la troisième solution, est différent de 0. Ça veut dire que le problème régularisé admet une solution dans ce périmètre-là. Donc, tout ce qui reste à faire, c'est de passer à la limite en faisant tendre epsilon vers 0. Donc là, le passage à la limite se fait sur la base du théorème de convergence dominée, les propriétés S+ de l'opérateur, ainsi que des propriétés des sous- et sursolutions construites. Hein. Donc nous obtenons ici une solution du problème P, hein, problème de Dirichlet, que j'ai noté ici, U chapeau, V chapeau, qui se trouve exactement dans ce périmètre. Alors, vous vous rappelez que les deux solutions de signes constants que nous avons montrées précédemment, elles sont strictement contenues, chacune d'elles dans son rectangle respectif. Ceci est très important. Ceci permet de dire que, effectivement, cette solution-là est une troisième solution. C'est-à-dire, cette solution-là ne peut pas être égale aux solutions que nous avons obtenues précédemment. Puisque les solutions que nous avons obtenues précédemment, elles sont strictement contenues dans le rectangle respectif. Voilà. Donc, il s'agit bien d'une troisième solution pour le problème P. À ce stade-là, nous n'avons aucune information concernant le signe de cette solution. D'accord ? Tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'agit bien d'une troisième solution. Ce qu'on sait, c'est que si les exposants, ce qu'on a vu précédemment, si les exposants α1 et α2 sont négatifs, les deux premières solutions de signe constant sont uniques. Ce qui implique que cette troisième solution est nodale. Hein. Est nodale dans le sens où les composants U chapeau et V chapeau sont au moins de signes constants et opposés. Voilà. Maintenant, puisque nous avons un système, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nous avons un système de signes couplés, donc il est possible d'avoir un peu plus de précision sur le signe, sur le type, enfin, sur la nature de la solution nodale obtenue ici. Hein. Alors pour cela, nous allons, puisque nous avons dit que cette solution que nous avons obtenue, au moins, donc les composants au moins sont de signes constants et opposés. Donc on peut supposer par exemple que le premier composant est négatif et le deuxième positif. Donc en testant avec une fonction de test spécifique, nous tombons sur une contradiction. Et on aura la même contradiction en interchangeant entre les deux composants. Cela voudrait dire que la solution nodale ne peut pas avoir cette forme. Donc l'un des deux composants doit changer de signe. Donc en répétant le même processus et à chaque fois en testant avec une fonction de test spécifique, nous tombons toujours dans une contradiction. Hein. Donc ici, on a supposé que
que le premier composant change de signe alors que le deuxième est positif. On aura exactement la même chose, donc on va spécifier différentes situations. Hein. Donc on aura exactement, on va tomber toujours sur une contradiction, même avec les autres situations. Et finalement, donc le seul cas qui reste, c'est le cas, le seul cas possible pour cette solution-là, c'est le cas où les deux composants changent de signe et ils changent de signe simultanément. Donc là, on a précisé dans ce cas-là la nature exacte de la solution nodale obtenue. Mais ça, c'est possible uniquement dans le cas où on a un système de signes couplés. Si on a un système de signes découplés, donc ce raisonnement-là ne fonctionne pas. D'accord? Et ça reste une question ouverte. Hein. Alors, je termine ma présentation en donnant quelques références. Donc, dans la première référence, donc, vous pouvez trouver un peu plus de détails sur la méthode des sources et sur solutions pour des systèmes, un système de nature différente, c'est le système de Lane-Emden, mais la méthode des sources et solutions est présentée ici dans un cadre général, hein, donc qui a été utilisé dans cet exposé. Il y a aussi des propriétés que nous avons utilisées pour la construction des sources et solutions, donc vous pouvez les retrouver ici dans ce livre intéressant de Dumitru Motrianu Viorica, donc le père et la fille, et Nicolas Papagorgiou, et aussi les autres papiers qui ont été utilisés pour élaborer cet exposé. Et je vous remercie pour votre attention.